Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous consacrons les minutes à venir à l'actualité sociopolitique au Togo. Le jeu politique est-il enrhumé? Nous sommes en compagnie du député Djeri Komanega Tama. Il est le président du Nouvel Engagement Togolais. Merci Djeri Tama d'être avec nous pour cette seconde partie. C'est toujours un plaisir, comme vous le savez. Une seconde partie que nous entamons avec une disparition, la disparition de l'ancien Premier ministre togolais et ancien secrétaire de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, Edem Kodjo, qui a été rappelé à Dieu le 11 avril 2020. Il sera inhumé le 20 août prochain. Edem Kodjo, on va reparler de lui tout à l'heure. Edem Kodjo, un grand amoureux du continent africain, un grand panafricaniste. Nous l'avons reçu dans une émission au cours de laquelle nous lui avons demandé ce qui motivait cet amour presque mythique pour le continent africain, amour mystique. Écoutons sa réponse. Edem Kodjo. Je crois que je l'ai toujours eu chevillé au corps. L'amour du continent africain, je crois que je l'ai éprouvé très jeune, en jetant un regard sur l'évolution du monde, la place de notre continent dans le monde et la place de l'homme africain dans le monde. Et je me suis dit que vraiment nous avons un continent formidable. Nous avons une mer formidable et nous devrions l'aider à être davantage que ce qu'elle est aujourd'hui dans le monde. Berceau de l'humanité, ayant participé activement, et on le démontre de plus en plus, à la manifestation de la science. Même si cela ne plaît pas à Hegel, philosophe allemand. Bien sûr. Mais Hegel, il date un peu maintenant, vous savez. De plus en plus, les hommes de ce siècle sont conscients de l'apport de l'Afrique à l'humanité. Non pas seulement en tant que berceau, mais en tant que foyer où doit jaillir une certaine forme de culture, une science. Et donc, j'aime un peu l'Afrique, j'aime beaucoup l'Afrique parce qu'au fond, je me suis dit qu'elle ne mérite pas le sort qui lui est fait. Et j'ai toujours conçu ma vie comme étant une vie qui devait être une vie de combat pour l'émergence de notre continent. Si vous n'aimez pas votre continent, si vous n'aimez pas votre pays, ne vous aventurez pas à aller tenter de le diriger. Je crois que ceux qui ont, à travers l'histoire, ont réalisé de grandes choses pour leur patrie, pour leur pays, sont des gens qui sont tous des amoureux de leur pays, des gens qui ont un amour quasi mystique pour leur pays. Et je crois que c'est une leçon que nous devons, en Afrique, tirer et essayer de placer l'Afrique très haut, non pas seulement dans nos imaginations, mais aussi dans nos actions. Pourquoi d'ailleurs les Africains n'aiment pas l'Afrique? Mais je me pose la question. Je crois qu'il faudrait de temps en temps leur poser la question. Je me demande pourquoi, diable, lorsqu'on a un continent comme le nôtre, qui n'est pas le moindre des continents, 30 millions de kilomètres carrés, 1 milliard d'habitants aujourd'hui, et truffé de toutes les richesses que vous connaissez, qu'on égrène. Quelque part, je dis que d'ailleurs, ça suffit comme ça, d'égrener tout ce que nous possédons comme richesse sur le continent africain. On se demande bien pourquoi on ne peut pas aimer ce continent-là. Vous le dites même dans votre ouvrage. Plus de 500 millions d'hectares sont cultivables. Et que dire de la litanie confondante, presque agaçante, des réserves que tu détiens dans tes entrailles, comme autant de records, chrome, platine, or, etc., manganèse, etc. uranium, cuivre, diamant, bauxite, nickel, plomb, cobalt, titane, pétrole, et on en découvre tous les jours. On en a assez d'égrener ce chapelet. Ras-le-bol. Et ça vous énerve à la fin. Oui, ça vous déstabilise. Et ça vous déstabilise, vous rend malade, et on enrage. C'est vrai que ce livre est écrit non pas seulement avec des mots, mais avec des éclairs. Comme dirait Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra, also sprach Zarathustra. Ein Buch für alles und keinen. Djeri Tama. Vous savez que
L'allemand et le loso, le nord du monde, des similitudes, donc il faut toujours traduire. Non, donc, si vous voulez. Non, mais bon, c'est une grande perte pour le. Moi, je ne suis pas panafricain. Je suis peut-être régionaliste sur les ensembles régionalistes, la CEDEAO, l'Afrique australe, ainsi de suite. Mais je ne suis pas panafricain parce que j'avais évoqué ce thème avec lui. Est-ce que le vrai nationalisme n'est pas du panafricanisme? Non. Bon, enfin, ça, c'est je suis patriote. Le nationalisme est parfois une négation de l'altérité. Alors que le patriotisme s'enrichit de l'altérité. Parce que le nationalisme, c'est quelque chose dont je me méfie. Mais le patriotisme, c'est un amour pour ce que nous avons de commun, de beau, mais sans un rejet de ce qui arrive. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus patriote que nationaliste. C'est pour ça que j'ai du mal à être un panafricain. Je considère que le monde s'enrichit de ces différences. Le monde s'enrichit. J'ai autant peut-être de rapprochement avec un Français qu'un Berbère ou un Arabe qui vit dans le Maghreb. Mais cela ne vous empêche pas de vous ancrer dans vos valeurs propres à vous, intrinsèques à votre milieu, à votre communauté. Je suis patriote. Mais aujourd'hui, ça ne m'empêcherait pas de m'enrichir de la culture marocaine. Je porte énormément de djellaba, j'adore ces tenues-là. Je ne vais pas aller me gargariser du fait que je porte peut-être encore qu'une bonne partie d'éléments que nous revendiquons comme internationaux sont souvent importés et peut-être adoptés dans nos cultures. Donc moi, je suis beaucoup plus patriote et je considère que c'est bien de vouloir du bien pour son pays parce que ça permet de renforcer une identité qui est une identité républicaine, mais l'excès de patriotisme souvent est un rejet de ce qui vient de l'extérieur. L'excès de nationalisme est un rejet de ce qui vient de l'extérieur. Et pour revenir à Kodjo, est-ce que c'est un personnage politique qui vous a inspiré? Est-ce que vous le connaissez? Que retenez-vous de lui? Je l'ai rencontré une fois grâce à un ami. Vous savez, Edem Kodjo, ils étaient premiers ministres quand nous on portait des petites culottes, on faisait cerceau dans la cour. Donc, dans les années 94. Dans les années, voilà, on était encore tout petits. On les regardait, c'était des monuments. Et quand on était tout petit, on disait secrétaire général de l'OUA. C'était quelque chose de... On en était non seulement fiers, mais on était impressionnés d'avoir des gens qui occupent des... C'était une sorte de premier ministre africain. Donc, oui, donc pour moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je l'ai connu, il était dense. Il avait une certaine sérénité, une certaine prestance. Et puis moi, beaucoup plus, vous savez, je suis écrivain. Donc, j'aurais préféré même que dans votre présentation, vous dites ancien Premier ministre, mais surtout écrivain. Il a écrit énormément de bouquins, dont celui dont vous venez de Lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire. l'Afrique. Et donc, pour moi qui suis un peu écrivain, j'ai deux rapports avec lui sur le plan politique et sur le plan littéraire. Mais si je dois faire un commentaire, c'est un grand gâchis. C'est-à-dire que voilà un grand homme qui n'est pas arrivé dans un pays qui a réussi à le valoriser. C'est-à-dire, je suis sûr que Edem Kodjo, dans un autre pays, aurait été davantage valorisé, aurait été sans aucun doute un homme d'État extraordinaire, mais dans un pays comme le nôtre, qui est un pays complexe, il n'a pas réussi à montrer tout le talent qu'il avait, sans aucun doute tout l'amour qu'il avait pour le pays, parce qu'il a souvent été associé à des rôles qui étaient ingrats. 1994, Premier ministre dans des conditions difficiles, étant obligé de s'associer avec RPT pour gouverner. En 2005, également. Après, il a été plus ou moins renvoyé comme un malpoli, entre guillemets. Donc voilà, c'est ce qui fait que, bon... personnellement, l'Afrique ne l'a pas non plus gratifié comme secrétaire général de l'OUA. Quand on lit sa biographie et son parcours, il a été remercié en monnaie de singe aussi, on va dire. Après même, avec sa fondation Pax Africana, en RDC, ça n'a pas été facile, ça a été même très difficile. Il a obtenu pratiquement un accord. Oui, mais qui a fait long feu. Qui a été paraphrasé, en tout cas plagié par l'Église catholique. Voilà, et ensuite... Donc, du coup, pour moi, je pense que l'Afrique, surtout le Togo, nous n'arrivons pas à valoriser nos grands esprits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous demandez à un lycéen ou bien un étudiant, cite-moi le nom de 4 grands hommes ou bien 5 grands hommes au Togo, difficile. Parce que d'abord, dès que vous rentrez en politique, vous subissez automatiquement le clivage.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, souvent, nous qui sommes présents sur les réseaux sociaux, quand vous voyez comment des gens vont parler d'un Kodjo, vont parler d'un Agboibo, vont parler d'un Kofigo, ben, c'est tellement clivant parce que parfois, la plupart du temps, les gens ne prennent que une ou deux erreurs que la personne a faites, on monte ça en épingle et on limite quasiment toute l'existence de cette personne sur 2 ou 3 erreurs. C'est ce que nous tous, politiciens, nous vivons. Donc, du coup, voilà, j'aurais tellement aimé que ce grand homme intellectuel, brillant, puisse être mieux valorisé dans notre pays. Est-ce que c'est lui qui a tort? Il a tort d'avoir été trop grand par rapport à son époque. Il était en avance sur son moment. Il a eu peut-être parfois l'erreur de penser que tout le monde est gentil et que tout le monde a la même approche nationaliste, que tout le monde veut l'intérêt du pays, ainsi de suite. Et la plupart du temps, il a pris cher. Voilà, donc je suis sûr que dans un autre pays, j'aurais préféré à la limite peut-être qu'il se limite à la littérature. Mais malheureusement, comme au Togo, on ne lit pas, on n'en aurait pas fait un grand non plus. J'ai lu certains de ses ouvrages, notamment Et demain l'Afrique. C'est très dense. Vous lisez, ça vous donne la chair de poule. Oui, c'est un personnage que j'ai eu à découvrir. Moi, je suis écrivain, il vaut mieux donner un crédit téléphonique à quelqu'un que de lui donner un bouquin. Le crédit téléphonique, il va le finir en 2 jours. Le bouquin, en 6 ans, il ne l'aura pas lu. C'est quelqu'un, on le prend parfois de haut, mais qui analyse son parcours, qui a des regrets parfois aussi. L'ayant côtoyé, un de ses plus grands regrets, c'est d'avoir laissé la bataille de la présidentielle de 93. Il estime peut-être que si c'était à refaire, il aurait pu refaire les choses autrement. Je ne crois pas que la présidentielle de 93 aurait permis à Edem Kodjo de gagner, mais à la limite, si la bataille de 93... Il aurait pu gagner, parce qu'il avait la côte. Si à la bataille de 93, tous les partis étaient allés aux élections, comme ça fut le cas des élections législatives en 94, il y aurait eu... Tous les partis n'étaient pas allés, il y avait l'UFC qui avait boycotté cette élection. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec la dynamique car UTD à l'époque, il y aurait peut-être eu un deuxième tour. Et à ce deuxième tour-là, je ne sais pas si... parce que quand on a fait les élections de 94, c'est quand même le CAR qui était devant. Le CAR avait 37 sièges alors que l'UTD en avait 6. Donc je pense que si on avait... ils étaient tous allés aux élections, mais maintenant nous sommes dans les 6. On refait tout le monde avec. Mais je pense que s'il a peut-être fait les élections de 2013, tout seul, je ne crois pas qu'il aurait battu le RPT de l'époque. Mais si le CAR avait été là et d'autres partis, on aurait certainement un deuxième tour. À ce deuxième tour-là, oui, celui de l'opposition qui aurait été mieux placé aurait gagné. Mais bon, avec des sillons, on refait le monde. On salue donc la mémoire d'un grand homme, d'un grand panafricaniste qui sera inhumé le 20 août prochain. Oui, que je pense que j'irai pour accompagner sa mémoire parce que c'est vraiment l'un des plus grands hommes qu'on a eu dans notre pays et nous devons l'accompagner. Et nous devons surtout aussi continuer à valoriser sa mémoire, tout ce qu'il a fait, ses œuvres toujours sur le coup. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'écrire. Au moins, quand vous n'êtes plus là, vos œuvres vont survivre. Alors que quand on n'a pas écrit, en dehors d'aller sur votre tombe, il n'y a pas grand-chose. Déjà, oui, qu'il préparait ses mémoires qu'il devait rendre publiques, n'eût été cette affaire de Covid-19. Si le manuscrit est fini, je pense qu'on pourra le faire. C'est fini, c'était même en édition, selon les indications. C'est sûr qu'à titre posthume, il sera organisé une grande cérémonie pour rendre hommage à Edem Kodjo, paix à son âme, ce grand homme, que j'ai eu le plaisir d'avoir interviewé 3 fois dans ma vie. Et c'était très, très bien passé. Vous avez beaucoup de chance. En effet. Vous n'êtes pas petit non plus. Jerry Tama, député togolais. Donc, on va aborder le climat sociopolitique au Togo. Je ne sais plus comme titre. Est-ce que le jeu politique est enrhumé ou par le Covid-19 ou par la crise, on va dire, entre guillemets, post-électorale? Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que ce jeu politique est quelque peu bizarre? Non, nous sommes en parenthèse, parce que le Covid aujourd'hui fait que vous ne pouvez pas faire des regroupements, vous ne pouvez pas... Nous, on a suspendu nos activités depuis le mois de mars, politique, et on a un devoir d'exemplarité, donc on ne peut pas aller faire des meetings ou quoi que ce soit, alors que nous tous, on est en train de demander aux gens de respecter la distanciation sociale, ainsi de suite. Donc du coup, aujourd'hui, si vous voyez, quelques partis quand même jouent leur partition en participant de façon active à la lutte contre le Covid. C'est le cas du Net, où nous avons fait énormément d'activités, distribution de masques, distribution d'éléments d'équipement, ainsi de suite. Mais sur les activités proprement dit, c'est complètement ralenti. Mais parce que on a quand même une pandémie qui est là et qui nous recommande des gestes qu'il faut suivre. Donc, je pense que
le mot enrhumé peut-être peut s'appliquer aux restrictions imposées par le Covid-19. Pour reparler de la pandémie, les chiffres en ce qui concerne votre pays, le Togo, sont en train de remonter. Les 1000 cas ont été dépassés. On tourne de 1150 cas, je ne sais pas les chiffres précis, des dernières heures, avec régulièrement des chiffres quotidiens qui commencent par monter, 10, 15, 20 par jour. Est-ce que vous êtes inquiet directement? Non, je suis inquiet parce qu'en fait, il y a un grand relâchement. Vous savez, au départ, tout le monde a pensé que, bon, on va tous mourir. Donc, tout le monde avait commencé à paniquer. Et comme on n'est pas tous morts. On n'est pas tous morts, et puis on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. On parle d'un mort, après, au bout de 2 ou 3 mois, on parle encore de 2 ou 3 semaines, on parle d'un second mort. Et puis les gens se sont dit, apparemment, nous sommes épargnés. Et donc, tous les gestes barrières... vous ne voyez plus personne aujourd'hui utiliser le gel. Aujourd'hui, les prix du gel sont redevenus à la normale. Alors qu'à l'époque, on a acheté des petits flacons de 100 centilitres à des prix exorbitants. Les masques, des gens ont couru acheter des masques en se disant, on va aujourd'hui les masques chirurgicaux sont revenus à leur prix initial, 5 000 francs à peu près le carton. Donc, c'était monté jusqu'à 55 60 000 les voilà, FFP2. donc du coup, les gens disent, finalement, tant que ça, c'est pas si mortel que ça. Et malheureusement, la maladie continue. Et puis quand vous dites le millier, c'est sur les gens qui ont été testés. Je pense qu'il faut peut-être multiplier par 2, parce que il y a beaucoup de personnes qui font certainement la maladie, mais tant qu'on ne les teste pas, on ne pourra pas savoir. Donc je crois que c'est l'occasion pour des émissions comme la vôtre et tout ce que les médias doivent continuer à rappeler aux gens, que la maladie est toujours là, et que quand on prenait des pays comme les États-Unis, le Brésil, l'Inde, c'est en train de monter à des niveaux faramineux. Et nous ne sommes pas des super-hommes en Afrique. On nous a dit à l'époque, peut-être si ça se trouve le soleil, mais le Brésil est sur la même latitude que le... Oui, l'Amérique latine, justement, l'Amérique latine est sur la même latitude, le continent le plus touché. Donc aujourd'hui, vous imaginez, on est à plus de 100 000 morts au Brésil, alors que c'est sur la même latitude. Donc du coup, on doit cesser de dire, le soleil, peut-être, ainsi de suite. On doit être vigilant, et je crois que nous devons continuer à faire la sensibilisation en disant, tant qu'on n'a pas trouvé un vaccin ou éventuellement un remède, nous devons respecter les gestes barrières, parce que c'est un virus qui n'a pas encore de remède, et il faut qu'on respecte les gestes barrières. Mais la communication autour de cette pandémie, ça doit être difficile, non, véritablement? On ne va pas continuer quand même éternellement à ressasser dans les oreilles de ces populations en revenus très faibles, qui a une maladie qui menace, il faut beaucoup de prudence, etc. Ce qui risque d'avoir des répercussions sur l'économie. Ça fragilise l'économie, ces genres de discours. Je crois qu'aujourd'hui, le Covid, on doit vivre avec lui comme on vit avec le palu, comme on vit avec le cancer, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède. À la limite, par exemple, pour le palu, on vous dit il n'y a pas de remède, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dormir avec moustiquaire. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dire les gestes barrières. Donc, on ne peut pas dire, comme on a été tenté de le faire au départ, qu'il faut tout arrêter. Avec nos économies fragiles, ça va être, c'est la fin qui va tuer tout le monde. Mais se dire, écoutez, quand vous sortez, portez un masque. Pour le moment, le masque est obligatoire. Donc, portez un masque. Évitez de vous saluer, évitez de... Enfin, tous les gestes barrières, désinfectez les mains régulièrement, lavez-vous les mains, ou bien utilisez le gel ou les liquides alcooliques. Donc, tous ces gestes-là doivent être des gestes du quotidien. Et maintenant, oui, après, on est obligé de vivre avec. Si les gens ne vont pas marcher, tout le monde va mourir au faim. Et si les paysans ne vont pas... Nous sommes en saison pluvieuse, vous n'allez pas dire aux paysans de rester à la maison, ils vont manger quoi à la fin, durant toute la saison. Donc, on doit absolument vivre avec la maladie en adoptant les gestes barrières. On ne dit pas aux gens de s'enfermer chez eux, mais on dit respectons les gestes barrières, et sans aucun doute on va limiter la propagation de la maladie et puis limiter la mortalité. Les activités économiques reprennent graduellement de toutes les façons, et l'OMS avertit que cette reprise des activités nécessaire quand même à s'accompagner d'une montée de la courbe de la pandémie. Si on n'a pas le choix, on sera obligé de prendre les activités. Parce que si on vous demande d'accepter de mourir de faim, ou d'avoir la probabilité ou bien la possibilité de contracter la maladie et en guérir, parce qu'il faut aussi rappeler aux gens que 80 à 90% des personnes qui contractent la maladie guérissent sans aucun soin. Donc ça veut dire que la seule chose, c'est que vous ne savez pas si vous attrapez la maladie, vous guérissez ou bien vous mourrez. Donc si vous avez le choix entre la probabilité de mourir de faim et la probabilité éventuelle d'avoir la maladie sans en mourir automatiquement, je préfère jouer à la loterie en attaquant la maladie en disant une fois peut-être sur 10,
je risque de mourir que de rentrer dans un truc où la famine va me tuer, sachant que la famine tue mal parce qu'on meurt à petits coups. Et que pensez-vous de cette gestion de la pandémie par votre gouvernement au Togo? Le Togo qui reste un des pays qui ont quand même géré la situation avec beaucoup de réussite. Non, vous savez, dans ce genre de situation, c'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, nous avons un taux de létalité, c'est-à-dire que le nombre de morts sur d'abord le nombre de contagions et sur le nombre de la population qui est relativement faible par rapport à la sous-région. Donc, quand vous avez ce résultat-là, vous êtes obligé de dire ça se passe bien. Maintenant, après, si on doit regarder, il y a eu... Dans un premier temps, il y a des réactions qui étaient chaudes. Et puis aujourd'hui, vous savez, on ne sait pas si nous sommes toujours dans l'état d'urgence ou est-ce que c'est fini. On ne sait pas quand c'est fini, quel est le bilan. Est-ce qu'on continue? Parce que la progression de 15 jours et de 45 jours est finie avec la fin du mois d'août. Donc du coup, non, de juillet plutôt. Donc du coup, on n'en sait rien à peu près. Mais comme je l'ai dit, la fin justifie les moyens. On a un taux de létalité plutôt faible. Donc on doit dire que la gestion est plutôt bonne. Est-ce que la pandémie justifie cette léthargie, on va dire entre guillemets, l'immobilisme qui accompagnait la proclamation des résultats de la présidentielle? Parce que le gouvernement, beaucoup s'attendaient au changement de gouvernement, en tout cas à une nouvelle équipe gouvernementale. En tant qu'homme politique, comment voyez-vous la situation? Est-ce qu'on aurait dû changer le gouvernement ou attendre la fin de l'état d'urgence? Non, mais vous savez, en toute chose, c'est la loi qui guide nos actions. Et la loi togolaise n'impose pas de délai pour la composition d'un gouvernement. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas de délai constitutionnel ou bien légal, on peut faire le gouvernement au mois de décembre. C'est le président élu qui a la liberté de constituer son gouvernement. Maintenant, après, traditionnellement, on sait quand même que dans les 2 ou 3 mois qui suivent la proclamation de l'État, on compose le gouvernement. Mais je rappelle aussi qu'en 2015, on a fait quasiment plus de 3 mois avant d'avoir un gouvernement. Pour moi, ça me gêne pas. Un mois, je pense, 2015. Oh, on a mis beaucoup plus que ça. Avant la prestation a été rapidement, on a mis beaucoup de ça. Donc, sur le fond, à partir du moment où il n'y a pas de délai, moi, je ne fais pas partie des ministrables, donc du coup, c'est pas quelque chose. J'en dirais à cette question, mais est-ce que c'est juste une affaire de commodité ou le changement de gouvernement peut donner un nouveau coup d'accélérateur au pays? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Nous ne sommes pas dans une crise politique, c'est mon avis. Donc nous avons quelqu'un qui a été élu, il est libre de composer son gouvernement quand il veut. Et il doit savoir que plus le gouvernement n'est pas mis en place, plus les choses vont aller au ralenti. Et ça peut être quelque chose que le peuple va le reprocher dans 5 ans, ou bien avant s'il y a d'autres échéances électorales. Mais après, c'est lui qui fait son affaire. Moi, je ne pense pas que, pour le moment, j'ai appris sur les médias, mais je n'ai pas eu une note officielle sur la démission de l'actuel Premier ministre. Donc, je ne sais pas si le gouvernement est démissionnaire. La plupart des ministres sont restés en poste. Vous, en tant que chef de parti politique et député, si vous n'avez pas cette information... je ne l'ai pas. Écoutez, si on l'a... Vous n'avez pas le contraire non plus, ça veut dire que... écoutez, c'est ce que je dis que d'abord, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de délai, donc le président élu compose son gouvernement quand il veut. Maintenant, s'il y a une note officielle, soit de la présidence, soit de la primature, qui dit le Premier ministre a posé sa démission, moi, en tant que député, je serai informé. Et vous, en tant que média, vous serez informé. J'ai eu quelques bribes. Des rumeurs. Sur certaines plateformes en disant le Premier ministre aurait déposé sa démission. Sur les exemples et les souvenirs que j'ai souvent, ça se fait de façon plus officielle. Donc maintenant, on attend. Mais je répète encore, il n'y a pas de délai constitutionnel. Donc seuls ceux qui veulent être ministres peuvent être dans les starting blocks. Moi, je suis bien à l'Assemblée. Et pour vous, est-ce que le dossier de la présidentielle est clos? Oui, bien sûr. Depuis la proclamation des résultats, d'abord par la Cour constitutionnelle et la prestation des serments le 3 mars, la présidentielle est clos. On ferme la page et puis on passe à autre chose. En quid de Agbeome Kodjo et de sa contestation, lui qui estime opportun de nommer entre guillemets des ambassadeurs, on a vu sur les réseaux sociaux des noms circuler. Que pensez-vous de cette prise de risque? Vous savez, je peux me lever tout à l'heure, dire je suis président du Togo. Maintenant, il faut que je prenne ma voiture, rentrer à la présidence. C'est là où il y a palabre. Donc voilà, chacun peut se lever pour dire qu'il est président. Ça, c'est pas un problème. Chacun peut se lever, nommer qui il veut. Moi, quand j'entendais des gens du gouvernement s'offusquer du fait que M. Agbeome nommait des ambassadeurs, tout ça, je trouvais qu'il n'y a pas à s'agiter parce qu'il y a le titre et la fonction.
le titre, d'accord, chacun peut le prendre, maintenant c'est la fonction. Est-ce que ça ne va pas semer la confusion? Quelle confusion? Est-ce que vous pensez, vous voyez un seul pays recevoir une lettre d'accréditation d'un monsieur qui se présente sans avoir le sceau officiel du pays qui l'envoie? C'est pas possible. Moi, je trouve que, bon, excusez-moi un peu, on tombe très bas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour monsieur Agbeome. C'est un grand frère avec qui j'échange beaucoup. Mais je pense qu'il faut quitter de cette. Il faut, comme les Ivoiriens disent, il faut quitter dans ça. On a fait des élections qui étaient un peu compliquées. Il y a eu des résultats non seulement validés par les institutions, mais salués par toute la communauté internationale. Aujourd'hui, on commence une nouvelle page. Je crois que tout autant j'ai été frustré par la judiciarisation de cette histoire avec des convocations, tout ça. Tout autant aujourd'hui, je trouve que ça paraît, excusez-moi du peu, mais ridicule, ces nominations, tout va, qui n'ont aucune valeur juridique, aucune valeur diplomatique, ça ne sert à rien. Pour vous, donc, c'est peine perdue pour la dynamique, Monseigneur Kodjo, aujourd'hui, de continuer pas à contester les résultats de la présidentielle de février. En fait, moi, je prends Agbeome Kodjo aurait pu être mon père. Parce que j'ai 45 ans aujourd'hui, l'âge où il est, je pense que je ne dois pas être très loin de certains de ses enfants. Mais j'aimerais aujourd'hui, si c'était un fils d'Agbeome Kodjo, d'avoir mon père à la maison, de pouvoir être avec lui et ses petits-enfants, ainsi de suite, au lieu d'être dans le maquis quelque part pour une cause qui est perdue. C'est qu'il faut avoir le courage de le dire, la cause elle est perdue. C'est fini, on passe à autre chose. Et je crois que quand on a eu la chance d'avoir 20% dans une élection, alors que déjà aux élections législatives, vous savez, aux élections locales, j'avais, si on comptait uniquement le nombre de conseillers, alors que le NET avait 33 conseillers, le MPDD avait 25 conseillers. Donc il faut reconnaître que la dynamique, pendant que l'ANC en avait, je pense, 129 ou bien 132. Donc il faut reconnaître que la dynamique, Kodjo a eu un impact assez important. Et aujourd'hui, moi, je serai à la place. C'est comment valoriser, comment conserver cette dynamique-là. Justement, est-ce que ce n'est pas sa façon de valoriser cet acquis lors de la présidentielle, si en tentant de se repositionner comme chef de file officieux de l'opposition? Si vous mettez hors la loi, comment vous faites après pour capitaliser les choses que vous reverrez? Parce que on le disait tout à l'heure en ce qui concerne le IBK, si l'opposition, le mouvement de M5 est aussi vital, c'est parce qu'ils arrivent à mobiliser malgré que le Covid est partout. Mais quand vous faites un appel, 2 appels, 3 appels à manifester et que vous n'avez personne, vous devez tirer les conclusions en vous disant « Ah, attention !» l'élément, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 éléments. Le peuple, l'armée ou la communauté internationale. Toute la communauté internationale a validé l'élection du 22. Et l'armée, il faut oublier. Donc si le peuple qui devait être votre support, vous faites 2, 3, 4, 5 appels à des manifestations que personne ne sort, qu'on le veut ou non, l'ANC, à n'importe quel moment dans son existence, quand il demande à appeler, il y a au moins des personnes qui sortent, qui traitent dispersées. Donc, à partir de là, vous devez savoir le type de peuple. Vous savez, moi, là où je suis, je ne vais jamais appeler à manifester parce que les gens qui votent pour le net, ils ne sortent pas à marcher. Si aujourd'hui, quand à toutes les élections, on a entre 15 et 20 000, voire même 25 000 personnes qui votent pour le net à Lomé. Mais ce n'est pas des gens qui marchent. Donc, si un matin, je me sors, je dis, sortez marcher, c'est moi et mon bureau national qui allons sortir. Les gens vont me dire, mon frère, ton affaire là, non, on ne te vote pas parce que tu marches, parce que tu as une approche qui nous intéresse, mais nous ne sommes pas dans la marche. Il y a des partis qui ont des militants qui marchent. Donc, à partir du moment où vous savez dans quelle position vous maintenez et que vous avez, lors d'une élection, réussi à avoir 20%, vous devez capitaliser. Et vous devez capitaliser. On a eu des années où M. Fabre a dit est-ce que c'est lui qui a gagné les élections, mais n'a pas poussé le bouchon à aller nommer des gens. Parce que là, vous remettez en cause les institutions d'un pays et vous ne pouvez pas dire que vous respectez les institutions de votre pays tout en remettant en cause ces institutions-là et en étant dans une situation où vous ne respectez plus même les institutions judiciaires. Mais la DMK vous reproche une forme de non-solidarité à son égard. Pourquoi vous l'avez laissé esseler Moi, vous savez, moi, depuis le 20 décembre 2014, on a dit on ne rentre pas dans les regroupements politiques. C'est pas une question de rentrer dans les regroupements politiques. Mais j'ai été présent dans près de 61% de bureaux de vote et au lendemain des élections, j'ai donné les résultats que moi j'ai pu remonter dans ces 61% de bureaux de vote. Malheureusement, ces résultats-là sont conformes à ce que la CENI a publié. Donc je ne peux pas dire, sur les 60% de bureaux de vote que j'ai couverts, les résultats sont conformes et le lendemain, aller dire que je soutiens la dynamique Kodjo.
disons-nous la vérité. C'est-à-dire que moi, sur les éléments que j'ai sur le terrain, c'est M. Fonya Singbe qui a gagné les élections. Maintenant, la question, c'est aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que nous, au niveau de l'opposition, se pose des questions. Comment se fait-il que dans un pays où 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, ces 50%-là vont voter pour ceux qui, logiquement, sont au pouvoir depuis une trentaine d'années, donc qui sont responsables de cette situation? C'est la question que nous devons nous poser et nous dire comment on fait pour mieux faire. Mais si nous passons notre temps à se gargariser de revendications qui ne nous permettent pas de nous remettre en cause, mais dans 20, 30, 40 ans, UNIS sera toujours au pouvoir. Mais vous savez, moi je considère qu'au Togo, la politique, c'est un peu comme un jeu de tennis. Au jeu de tennis, vous faites des points, soit en faisant un coup gagnant, ou alors vous faites des points sur les fautes de votre adversaire. Quand votre adversaire joue un ballon dans les filets, le point vous revenez. Quand il joue un ballon hors du coup, le point vous revient. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'au Togo, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que l'opposition passe plus son temps à faire des fautes qui profitent au parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous devons pouvoir nous reposer la question de 30 ans de lutte. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter M. Jean Kissi dire « Oui, nous avons échoué, qu'il faut qu'on repense la lutte. » Si nous ne nous remettons pas en cause, et chaque fois, à chaque élection, on dit que c'est la faute de « on nous a volé, on a fraudé », ben écoutez, excusez-moi du peu, mais il sera en 2050, UNIS sera au pouvoir toujours, parce que eux, ils se contentent de renvoyer la balle dans le camp adverse, et nous, on met la balle tantôt filée, tantôt hors du coup, tout simplement. Évidemment, merci. On va commencer par répondre aux questions des téléspectateurs sur les différents sujets qui ont été abordés. Je voudrais qu'on commence avec le 91 62 16. C'est un fidèle. Il est avec nous tous les dimanches. C'est M. Tagba que nous saluons de Kara. Il vous salue d'ailleurs. Je le salue aussi. Oui, salutations particulières à M. Tama, que j'aime spécialement. Alhamdoulilah. Alors, c'est regrettable, hein, 91 62 16. Je me semble que la réalisation est au même diapason que moi. On va afficher la question à l'écran tantôt. C'est regrettable ce qui se passe en Côte d'Ivoire, car j'ai l'impression que les Ivoiriens n'ont tiré aucune leçon de la crise sociopolitique de 2010 et la manipulation des mentalités après 60 ans d'indépendance des pays africains. On dira tout simplement qu'à vrai dire, nous ne sommes pas encore matures politiquement. Nos vieux dirigeants au pouvoir actuellement sont en train d'étouffer les compétences, fragilisent la cohésion sociale et frisent l'économie dont la conséquence immédiate est le maintien de la pauvreté, que nos hommes politiques grandissent politiquement. Je n'aurais pas mieux dit. Il parle très bien, donc je ne fais pas de commentaires. C'est entièrement de son point de vue. Il écrit bien français. Nous saluons M. Tagba de Kara. Alors, on va prendre quelle question encore? La question du 90 28 41 97 90 28 41. Alors, bonjour le plateau. J'aimerais comprendre pourquoi nos politiciens africains n'ont pas toujours de plan B. Si le plan A ne marche pas, en Côte d'Ivoire, Gand Coulibaly décède, Ouattara n'a plus de plan B pour présenter quelqu'un d'autre au Togo. Le lendemain des élections législatives, la C14 n'avait pas de plan B pour reprogrammer la contestation. C'est Mohamed depuis Casablanca. Non, je pense qu'il ne faut pas dire les chefs d'État africains n'ont pas de plan B. C'est qu'ils ne veulent pas de plan B. Sinon, les plans B, vous pensez qu'un aussi grand parti comme le HDP grouille de personnalités. Et la preuve, vous avez vu que d'autres personnes ont quitté la barque juste parce qu'elles avaient commencé à flairer le piège qui se fermait, ont décidé de quitter et aller se présenter. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de personnes d'influence, des personnes compétentes, mais c'est que les gens ne veulent pas. Les gens veulent s'éterniser au pouvoir et cherchent donc du coup des artifices pour se maintenir. Sinon, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays avec autant de talents, autant de compétences, manque de personnes pour diriger le pays. Il a parlé de plan B pour vos différents partis politiques. Non, ce manque de vision stratégique, on vous le reproche régulièrement. Vous savez, moi j'ai eu toutes les peines du monde à l'époque quand j'avais dit, je me souviens le 8 octobre 2017 déjà, quand j'ai quitté la manifestation en disant que on ne pouvait pas tout réclamer. Quand vous réclamez tout, vous finissez par rien avoir. J'avais dit à l'époque qu'on ne pouvait pas demander le départ de Fonya Singbe parce qu'il est là sur un mandat de 5 ans et voté régulièrement avec l'adoubement même de certaines personnes qui en ce moment sont dans la rue. À l'époque, j'ai été traité de tous les noms. Donc c'est vrai que parfois, à vouloir tout prendre, on finit par ne rien avoir. Est-ce que c'est ça un plan B? J'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours déploré le jusqu'au-boutisme que, à l'époque, la C14 a adopté. Parce que, quand je vous donne un exemple tout simplement, je suis sûr que quand la CEDEAO a proposé d'avoir 8-8 à la CENI,
et que nous, on a fini même pas à accepter de quitter la CENI, je suis sûr que la C14 serait rentrée à la CENI, que peut-être aujourd'hui les forces en présence n'auraient pas été les mêmes. Peut-être qu'elles auraient occupé une place plus importante au lieu d'assister à ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, à savoir les anciens partis de la C14 qui se charcutent chaque matin que le bon Dieu fait. Mais voilà, c'est parfois être trop excessif, être trop catégorique, finissent par ne pas donner de résultats. Alors, une question d'un téléspectateur, c'est assez long, on ne pourra pas afficher. Alors, je vais résumer globalement. Il demande ce que vous reprochez à la dynamique Monseigneur Kpojo, parce que pour lui, vous auriez dû appuyer cette dynamique pour donner plus de chance à l'alternance au Togo. Mais non, moi, chaque formation, chaque groupe a les moyens de son action. Je n'ai jamais critiqué l'action de la dynamique. Aujourd'hui, ce que je déplore, je le dis encore, je trouve que après la prestation de serment, on peut vouloir tout ce qu'on veut, c'est que sur le plan institutionnel, la page des élections présidentielles de 2020 est tournée. Maintenant, après, si la dynamique a une stratégie pour arracher le pouvoir, ben, libre à elle. Mais vous savez, moi, je reste quand même toujours un républicain. Et un républicain reconnaît les institutions de son pays. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord sur certaines décisions de la Cour constitutionnelle. On peut ne pas être d'accord avec des décisions même de justice, mais on respecte les institutions de son pays. Moi, c'est dans cette approche. Je peux avoir une approche que certains vont trouver pas correcte, mais chacun, je respecte la position de tout un chacun. Donc, je crois que moi, j'ai fait mon travail au lendemain des élections. J'ai apporté mon témoignage. Je reste dans la cohérence de cela. Mais aujourd'hui, si la C14, je n'ai jamais appelé qui que ce soit n'est pas sorti manifester sur les appels à manifestation de la C14. Mais je suis obligé aussi de reconnaître que comparativement, par exemple, à ce qui se passe au Mali aujourd'hui, nous n'avons pas cette dynamique-là dans notre pays. Comparativement à ce que nous avons eu en 2017, apparemment, manifestement aussi en 2018, aujourd'hui, cette dynamique-là est partie et il faut réfléchir pour dire comment faire. Mais est-ce que de vous à moi, c'est pas uniquement quand M. Djeritama ou bien le net va venir dire nous appuyons la dynamique pour dire que ça va changer quoi que ce soit. 90 86 19, 90 86 19. Bonjour, cher animateur et invité. Merci à vous également. J'ai une petite question à l'invité. Alors, c'est pour Djeritama. Pensez-vous que les Togolais sont assez cyniques au point de voter au parti qui leur fait tant souffrir? Bon, ben, peut-être avant de répondre, qu'est-ce que ça veut dire faire souffrir dans le contexte? Non, ce que j'ai dit aujourd'hui, et je comprends un peu ce qu'il dit, j'ai donné un exemple. Au Togo, nous avons aujourd'hui un taux de pauvreté de 50%, voire 55% pour certains. Bon, ce n'est pas très différentiel par rapport aux autres pays africains. Oui ou non, ben, les autres pays africains n'ont pas, on va dire, un parti qui est resté au pouvoir depuis, parce qu'on peut, si on continue que le RPT unirait la continuité du RPT, donc un parti qui est resté au pouvoir peut-être depuis... mais vous avez dit unir les RPT. Hein. Oui, non, je parle... Sémantiquement, il y a une différence. Je parle, non, après maintenant on peut tout changer de nom. Moi je parle en termes de régime politique, moi je ne parle pas en termes de personne, je parle en termes de régime politique. Donc on peut à justice se dire, si nous avons un taux de pauvreté qui est de cette nature-là, on peut avoir envie de changer pour voir si en changeant, ça peut changer. Mais maintenant, ça, c'est le paradigme, c'est l'hypothèse. Maintenant, sur le terrain, quand on fait une élection, vous mettez on ne peut pas faire ce commentaire-là sans tenir compte du type de code électoral que nous avons au Togo. Quand vous faites une élection, vous mettez des délégués et des membres du bureau de vote à raison de moitié-moitié dans tous les bureaux de vote. Maintenant, le candidat qui prétend avoir gagné doit apporter la preuve, d'une part, au niveau de la CENI et de la Cour constitutionnelle, et d'autre part, éventuellement, au niveau du peuple, pour dire, voilà les éléments qui apportent la preuve de ma victoire. Vous pouvez tout dire sur les fraudes. Les fraudes, si vous ne les présentez pas, si vous ne mettez pas de façon plausible, visible, physique, les éléments de preuve, ça reste uniquement que des incantations et des suppositions. Vous aussi, vous avez participé à des élections. Pourquoi vous n'avez pas pu produire les preuves dont vous parlez? Nous avons participé à des élections. Pour vous, les élections sont correctes? Non, mais les élections, vous savez, chaque fois que j'ai fait des élections, j'ai dit qu'il y a des irrégularités. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas en mesure de démontrer l'existence des irrégularités, vous avez un problème. Parce que pourquoi vous n'avez pas été en mesure de démontrer? Mais parce que les PV, souvent, les PV que vos délégués vous ramènent, s'ils sont conformes avec les PV qui sont à la CENI, ça veut dire que l'élection est régulière.
Excusez-moi du terme. Partout, il y a eu des problèmes où, par exemple, on met des gens. Nous, on a eu à plusieurs reprises, nous mettons des gens. Après, on vient, on voit que c'est d'autres personnes qui arrivent, qui sont dedans. On intervient dans la journée, on les remplace. Partout, vous avez des gens qui veulent sortir du processus. Une fois que vous êtes informés, une fois que vous intervenez, la CENI et les forces de sécurité des élections font le travail. Mais maintenant, c'est tant que nous n'avons pas des agents électoraux, c'est ce que je dis tout le temps, tant que nous n'avons pas des agents électoraux qui ont la probité morale pour défendre le vote de nos partis politiques dans les bureaux de vote, nous avons du travail. Et le gros problème, et je le dirai toujours toutes les années, tant que l'opposition n'a pas l'argent pour pouvoir anticiper sur le paiement des délégués, sur le paiement des membres du bureau de vote. Est-ce que c'est une question d'argent? Si ces délégués qui sont vos militants sont convaincus de votre cause, est-ce qu'ils réclameraient 2 000, 5 000 pour défendre vos résultats dans les bureaux de vote? Je vous parle de probité morale. Oui, mais ça pose quand même problème. Oui, si, en tant que parti politique, vous ne pouvez pas mobiliser 9 000 personnes, parce qu'il y a environ 9 000 bureaux de vote pour vous représenter et défendre votre victoire. Est-ce que vous méritez le fauteuil présidentiel? C'est pour ça que je dis que la faiblesse de l'opposition togolaise, c'est d'une part les ressources humaines, et d'autre part les ressources financières. Parce que si on n'a pas les ressources humaines... D'autres parlent d'organisation aussi. Est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation? Mon frère. Oui, vous ne prenez pas à temps. Vous ne faites pas les recherches à temps, vous ne mobilisez pas à temps. Je vais parler terre à terre. Mon frère, tu as quelqu'un qui est dans le village. Tu le prends pour qu'il aille dans un bureau de vote te représenter. La veille, quelqu'un lui vient lui donner 10 000. Et toi, tu lui dis, mon frère, vas-y, Dieu va nous aider. Mais tu penses qu'il va voter pour qui? Pour celui qui lui a donné 10 000, parce qu'il a des difficultés. Dans un pays, je parle encore de plus de 50% de taux de pauvreté. Attention, c'est-à-dire que si vous êtes dans un pays où vous avez tout le monde travaille, tout le monde est bien, tu lui donnes l'argent, il n'en veut pas. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui, quand ils voient 1 000 francs, c'est à la télévision, comment vous voulez qu'ils fassent? Mais ça, c'est-à-dire qu'on peut dire, en réalité, selon les normes, on parle de la réalité du terrain. Les partis politiques aujourd'hui, il y a très peu de partis politiques qui peuvent te dire, sur 9 000 membres de bureau de vote, avant que les gens n'aillent dans le truc, je donne au minimum 5 000 francs à mes gars pour qu'il aille sur le terrain. Oui, mais est-ce que c'est ça le problème? 9 000 multiplié par 5 000 directement. Est-ce que ça fait environ 5 millions ou... Non, ça ne fait pas 5 millions. Non, ça fait 45 millions. Oui, ça fait 45 millions, mais vous pensez que c'est facile? Si les gens pleuraient que 42 millions qu'on doit les payer, on ne les a pas les payer là, vous pensez que c'est facile? Les gens ont pleuré dans ce pays pour 42 millions, tous les jours on a fait 3 mois avant de les payer. Oui, mais pour réaliser l'alternance, si vous n'êtes pas en mesure de mobiliser ces 45 millions, alors que l'État vous reverse d'ailleurs... On dit, non, l'État ne verse rien aux hommes politiques, il faut le préciser. Mais pour les candidats, vous avez... ayant été candidat... C'est ce que je dis, que si vous imaginez... En 2015, vous avez reçu près de 70 millions, ceux-ci ont reçu 42 millions. Une élection présidentielle dans aucun pays ne se gagne si vous n'êtes pas en mesure de mobiliser entre 5, 6, 7 milliards. Disons la vérité. 7 milliards, hein? Oui. Mais votre loi limite les dépenses à l'élection présidentielle. Quand je dis 7 milliards, c'est sur le temps. On a au moins une élection, si vous voulez préparer aujourd'hui, l'élection de 2025, vous commencez aujourd'hui. Parce que si vous attendez la veille du jour, même si vous avez en ce moment-là les 500 millions, vous ne faites rien. Au fait, le gros problème, c'est que dans les grands pays, qu'est-ce qui fait la richesse des partis? C'est les militants. C'est les militants qui cotisent pour les partis politiques. Aujourd'hui, nos gardes ont du mal ils sont tirés par la queue du diable. C'est pas eux qui tirent le diable par la queue. Et vous leur demandez de cotiser, ils ne peuvent pas cotiser. Vous voulez que les partis politiques trouvent l'argent. Vous ne pouvez pas prendre, même si vous êtes directeur d'une société, vous payez vos impôts, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de votre société pour dire faites la politique. Donc c'est un problème sociétal qui est très profond. C'est que tant que vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'avez pas l'argent. Et tant que vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le jour où les Togolais vont dire, nous sommes 7 millions. Si la moitié des 7 millions, c'est-à-dire, mettons, 3 500 000 décident de cotiser 1 000 francs, tout simplement, pour aider un parti politique, ça fait 3 500 000, on va gagner. Il faut que nous-mêmes, Togolais, on commence à se dire, la lutte doit être collective et elle doit être inclusive. On va répondre à Samaranch qui nous écrit de ce côté. Apprendre à gouverner, c'est le 91 57 48. 91 57 48. Apprendre à gouverner, ça prend. Hein. Oui, mais bon, ça se comprend quand même. Le net au gouvernement, ce serait bien pour l'avenir. Qu'en pensez-vous? Bel après-midi à vous. Personnellement, je pense que quand un parti a gagné, il faut qu'il gouverne et qu'il n'ait pas à justifier le fait d'apports extérieurs qui auraient empêché de déployer le programme. Donc, pour moi, je pense que quand un parti gagne l'élection, il gouverne.
Et puis, ça lui permet de dire 5 ans plus tard, écoutez, voilà, j'ai gouverné avec mes militants. Si c'est bon pour nous tous. Et si c'est mauvais, c'est parce que nous n'avons pas bien fait le job que de se retrouver en disant, oui, mais vous savez, comme on s'est ouvert à d'autres formations politiques, c'est à cause de ça. Mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le programme du chef de l'État, c'est lui qui a gagné. Donc, je n'en sais absolument rien du tout. Je ne suis pas aujourd'hui dans les secrets d'État. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je pense, ça c'est ma philosophie, quand un parti gagne, il gouverne pour montrer que, voilà. Maintenant, après, s'il y a des propositions, c'est des propositions qui seront analysées. Une dernière question, 91 15 37. 91 15 37. Alors, il nous salue. J'ai toujours admiré son franc-parler, même si certains le traitent d'un faux opposant. Pour moi, il a été toujours réaliste par rapport à la situation du Togo et j'espère qu'il sera notre président un jour. Il est pratiquement le seul opposant qui est actif dans cette période de Covid en sensibilisant la population et en apportant son aide. Les autres sont toujours là à attendre la fin pour faire la politique. Il faut juste ajouter que nous, on fait la politique autrement. C'est notre slogan. C'est notre slogan, on fait la politique autrement. Il dit qu'on vous traite souvent de faux opposants. Est-ce que vous êtes faux, directement? Écoutez, vous savez, moi, je ne tire aucun orgueil à être traité d'opposant. C'est en Afrique que les gens se lèvent opposants, machin truc. Non. La seule chose qui nous unit sur le plan politique, c'est le Togo. Donc, aujourd'hui, un homme est opposant s'il ne travaille pas pour l'intérêt du Togo. C'est tout. Pour moi, un opposant, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour l'intérêt du Togo. Et les opposants, on trouve dans les rangs de ceux qui s'appellent opposants et dans les rangs de ceux qui sont au pouvoir. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on parle de politique autrement, que quand vous êtes politicien, votre intérêt primo, c'est les ressortissants, vos compatriotes. Dieu nous a donné un peu plus de moyens que d'autres personnes. Il faut faire preuve de solidarité, il faut faire preuve de patriotisme et il faut être présent pour ses concitoyens. Et il faut surtout être présent les moments où on vous attend le moins. Ce n'est pas quand on est à la veille d'une élection qu'on commence à avoir des actions ici. Là, Dieu merci, nous avons au niveau du, je ne dis pas Dieu merci pour le Covid, mais nous étions dans une période où il n'y avait absolument aucune échéance électorale. C'est en ce moment-là qu'on voit les gens qui veulent vraiment travailler pour nos compatriotes, pour le pays, et ceux qui sont là uniquement pour des objectifs électoraux. On s'arrête là. Merci, Djeri Taba. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Nous aussi. On va s'arrêter donc là. Merci de votre aimable attention. On remercie l'équipe technique pour le travail abattu. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.